Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la littérature française, La Princesse de Clèves. Une œuvre qui, même plus de 3 siècles après sa sortie, continue de nous poser des questions incroyablement modernes sur l'amour, le devoir et la liberté. Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout le roman. C'est le dilemme qui va forger le destin de notre héroïne et qui va la pousser à prendre une décision qui, à l'époque, a fait l'effet d'une bombe et qui, franchement, nous fascine encore aujourd'hui. Alors pour bien comprendre ce qui va se jouer, il faut qu'on se téléporte un peu. Imaginez, on est à la cour du roi Henri II au milieu du XVIe siècle. C'est un monde qui brille de 1000 feux, c'est la splendeur absolue, mais attention, c'est aussi un endroit extrêmement dangereux. Oui, cette cour, c'est le royaume du double jeu. En surface, ce qu'on voit, c'est la fête permanente, des bals, des tournois, le grand spectacle. Mais la réalité, ce qui se trame en coulisses, c'est une guerre de tous les instants. Un vrai champ de bataille où chaque regard, chaque mot est une arme politique ou amoureuse. Et au centre de tout ça, on a 2 grands clans qui se tirent dans les pattes pour le pouvoir. D'un côté, les Montmorency, de l'autre, les Guise. Et là, attention, c'est le point crucial. Le prince de Clèves, il fait partie d'un clan, et sa future femme, eh bien, elle est de l'autre. Autant dire qu'il commence la partie avec des cartes bien compliquées entre les mains. C'est donc dans cette ambiance, disons explosive, que le drame va pouvoir commencer. Un drame centré sur 3 personnages, dont les vies vont s'entremêler pour le meilleur et surtout pour le pire. Alors, on a d'abord notre héroïne, Mademoiselle de Chartres, la future princesse de Clèves. Elle débarque à la cour, elle a à peine 15 ans, elle est d'une beauté incroyable, mais surtout, sa mère l'a élevée avec une seule obsession, la vertu. Du coup, quand elle épouse le prince de Clèves, c'est par raison, par devoir. L'amour-passion, ce n'est pas vraiment au programme pour elle. Lui, son mari, le prince de Clèves, c'est tout l'inverse. Il est fou amoureux d'elle, mais vraiment un amour total, passionné. Et c'est justement cet amour absolu qui va devenir tragique. C'est le drame de celui qui aime passionnément, mais qui n'est pas aimé en retour. Et puis, il y a lui, le duc de Nemours, l'élément perturbateur. C'est simple, c'est l'homme le plus désiré, celui dont tout le monde parle. Le type était quand même sur le point de se marier avec la reine d'Angleterre. Mais voilà, il va croiser le regard de la princesse et tout va basculer. Leur rencontre, c'est coup de foudre. Le vrai, celui des romans, ça se passe pendant un bal. Ils ne se sont jamais vus, jamais parlé. Et le roi les désigne pour danser ensemble. Et là, c'est comme une évidence. Pas juste pour eux, mais pour toute la cour qui les regarde. L'étincelle est là. À partir de ce moment, c'est clair. Plus rien ne sera jamais comme avant. Cet amour interdit commence donc à grandir. En secret, bien sûr. Mais la princesse, elle, se souvient très bien de ce que sa mère lui a appris. La vertu avant tout. Alors elle va lutter de toutes ses forces. Et cette lutte va l'amener à faire quelque chose d'inédit. La scène la plus connue du livre. Un geste complètement fou pour l'époque. La tension monte, petit à petit. D'abord, il y a eu le bal. Ensuite, il y a l'épisode du portrait miniature que Nemours lui vole discrètement. Elle le voit faire, mais ne dit rien. Puis vient le tournoi. Nemours tombe de cheval. Et là, elle ne peut pas cacher sa panique. Ses sentiments sont exposés au grand jour. C'est à ce moment-là qu'elle se sent piégée et qu'elle va prendre une décision radicale. Et c'est là que l'impensable se produit. Pour se protéger d'elle-même, en quelque sorte, elle va tout avouer à son mari. Oui, elle lui confesse qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Sans dire de qui, évidemment. Elle lui demande sa protection contre cette passion qui la dévore. Il faut bien se rendre compte, au XVIIe siècle, un tel aveu, c'est du jamais vu. C'est une bombe. Et comme si la scène n'était pas assez folle comme ça, le destin en rajoute une couche. Parce que Nemours, l'homme en question, est là, caché. Et il entend tout. Absolument tout. Imaginez la scène. Il entend la femme qu'il aime avouer à son propre mari qu'elle est amoureuse de lui. L'ironie est tragique. Sauf que cette tentative désespérée de préserver sa vertu va se retourner contre elle, et de façon catastrophique. Parce que dans ce monde de secrets et de dissimulation, l'honnêteté, ça ne pardonne pas. Le premier domino qui tombe, c'est Nemours. Il est tellement flatté qu'il ne peut pas s'empêcher de raconter cette histoire incroyable à un ami. Sauf qu'à la cour, un secret, ça n'existe pas. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Et le prince de Clèves, lui, commence à faire le lien. Il voit le trouble de sa femme, il entend les rumeurs, et il soupçonne que le rival, c'est Nemours. La jalousie s'installe et elle est dévorante. Le prince, maintenant rongé par le doute, va encore plus loin. Il engage un espion pour suivre Nemours. Et le rapport de l'espion est accablant. Il confirme que Nemours a été vu, la nuit, en train de rôder autour de la propriété de la princesse.
En réalité, il espérait juste l'apercevoir, mais pour le mari, c'est la preuve irréfutable de l'infidélité. Et c'est là qu'on voit toute la puissance destructrice du soupçon. Parce qu'en réalité, la princesse n'a rien fait de mal. Mais ça n'a plus aucune importance. Dans la tête de son mari, elle l'a trahi. Et cette idée, cette douleur, est si violente qu'il en tombe malade. Il ne s'en remettra pas. Il meurt peu après, et sur son lit de mort, il lui fait des reproches terribles. Pour la princesse, c'est le coup de grâce. Elle est désormais libre, c'est vrai, mais cette liberté a un goût de cendre. Elle est écrasée par la culpabilité, persuadée que c'est sa passion qui a tué son mari. La voilà donc veuve, libre. L'obstacle majeur à son amour pour Nemours a disparu. On pourrait se dire, fin de l'histoire, ils vont enfin pouvoir être heureux. Eh bien, pas du tout. C'est maintenant que le vrai combat commence, en combat purement intérieur. Son raisonnement est à la fois simple et incroyablement complexe. D'abord, lors d'une dernière discussion avec Nemours, elle lui avoue enfin ses sentiments. C'est la première fois. Mais juste après, elle lui explique pourquoi ce ne sera jamais possible. Premièrement, il y a le fantôme de son mari, qu'elle voit comme un mur infranchissable. Et deuxièmement, elle a peur. Peur que la passion de Nemours, une fois le mariage conclu, finisse par s'éteindre et la laisse malheureuse. Alors, elle choisit de renoncer. Sa décision est donc radicale. Elle quitte la cour et se retire du monde pour vivre une vie de solitude. En disant non à la passion, elle choisit de protéger ce qu'elle appelle son repos, sa paix intérieure. C'est une forme de liberté, bien sûr, mais une liberté acquise au prix du bonheur. Une liberté tragique. Et le roman nous laisse avec cette question immense. Finalement, ce refus, c'est un échec ou une victoire? Est-ce que c'est le drame d'une femme qui a eu trop peur d'aimer? Ou au contraire, est-ce que c'est le triomphe d'une conscience qui, pour la première fois peut-être, refuse de se laisser dicter sa vie par la passion ou la société et qui choisit son propre chemin, même si c'est un chemin solitaire? Le débat reste ouvert.